Avant de commencer, quelques mots à propos de ce podcast. Ce podcast est possible grâce à ses contributeurs et animateurs, mais aussi aux sociétés qui le sponsorisent. Sérénité qui vous accompagne pour concevoir, industrialiser ou automatiser vos plateformes. Écrivez à contact@serenité.fr. Et Datatask d'Affinitech, la plateforme pour accélérer vos data lakes et data labs. Venez nous voir sur datatask.io. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du Big Data Hebdo. Le Big Data Hebdo, c'est le podcast francophone de la data. Et tous les 15 jours, on vous décortique les infos sur la data, mais aussi sur l'IA avec ce monde rempli de LLM aujourd'hui. Et cette semaine, j'ai le plaisir d'être avec Jérôme. Salut Jérôme, comment tu vas ? Salut, ça va bien. Alors, dis-moi Jérôme, qui es-tu ? Que fais-tu ? Moi, je m'appelle Jérôme Ménaud, je travaille chez Zinea, je suis responsable de l'équipe connectivité. Donc, Zinea, c'est un data catalogue et mon but, c'est de le connecter avec tous les systèmes de gestion de stockage de la donnée pour pouvoir les cataloguer et puis et les commercialiser entre guillemets, c'est-à-dire proposer en fait un magasin de données, puisque en fait on part vers ça. Au début on était un simple catalogue et maintenant c'est un move intéressant, ouais, de se dire finalement t'aides les entreprises à sortir là où il y a de la valeur dans leur data et à en faire quelque chose qui soit monétisable, pour reprendre on accompagne le mouvement data mesh en fait. C'est intéressant, super, c'est chouette, voilà, très bien. Donc, et puis tous les gens qui font des outils ont à un moment donné une logique de construire des data products et d'avoir une marketplace ou d'avoir des trucs comme ça. Donc c'est intéressant de ce point de vue-là. Génial, excellent. Et bien pour ma part, je suis Vincent Sching, je suis l'heureux fondateur de ce podcast et aussi fondateur d'une société qui s'appelle Datatask. Et notre métier, c'est aussi de concevoir des outils pour vous aider à utiliser vos data. Et on est une data plateforme en SaaS, donc le meilleur moyen pour aller justement d'une data brute à des data products. On va commencer avec une nouvelle un petit peu tristounette, Jérôme, mais un truc auquel ça fait partie de ces choses que dans notre monde quotidien, on utilise tous les jours, sans même savoir que ça existe finalement, j'imagine, pour beaucoup de gens. Et c'est l'inventeur de ce truc-là dont on va parler. On va parler de Dave Miles, qui est l'inventeur du protocole NTP, qui est décédé le 17 janvier dernier. Donc, c'était l'occasion de lui rendre hommage. Donc il a été l'inventeur du protocole NTP, qui est peut-être l'élément le plus important pour nous, qui aujourd'hui sert à synchroniser les horloges de tous les systèmes qui sont sur Internet en fait. Donc c'est grâce à ça que votre téléphone est à jour, c'est grâce à ça que votre ordinateur est à jour, c'est grâce à ça que en gros tous les systèmes qui ont besoin du temps et qui ne sont pas sur une seule machine fonctionnent. Donc si vous avez des bases de données comme Cockroach, Cassandra ou autres, vous avez besoin d'avoir des horloges synchronisées, et c'est grâce à NTP, donc à David Miles, que ça se passe. Et Dave, pardon, j'ai dit David. Oui, si, c'est ça, c'est David Dave. Il a aussi été l'inventeur du premier routeur Fuseball sur PDP-11. Fuseball, qu'est-ce que c'est donc ? C'est le nom de son routeur. En gros, c'est les premiers routeurs modernes qui permettent d'orienter les paquets. Il a été aussi l'auteur d'une des premières implémentations de FTP. Donc, FTP, ça peut paraître ringard aujourd'hui, mais à l'époque, ça a été très important pour l'échange de fichiers. Et puis, il a été un inspirateur de la création de Ping. C'est dingue, quand à cette époque-là, tu avais quelques mecs qui se sont partagés toutes les inventions. Il fallait tout inventer, donc ils ont inventé des choses. Aujourd'hui, elles existent, donc tu les réinventes pas.
Ouais. Et effectivement, donc voilà, honneur à lui. Et puis, ouais, on lui doit beaucoup. Hein, soyons clairs là-dessus. Exactement. Voilà. Ouais. Donc c'est vrai que je me faisais une réflexion, c'est que pour les carnets mondains comme ça, on annonce les décès des grandes personnes, des personnes importantes, on n'annonce pas les naissances. Il faudra peut-être qu'on change ça un jour. Ouais, mais c'est pas être facile. Hein. Je sais bien qu'il y avait eu ce film assez drôle, Est-ce que vous voulez un bébé Nobel, mais je suis pas certain qu'on arrive à savoir dès la naissance dans quelle mesure cette personne changera notre monde. Ouais, c'est peut-être ça le problème. On va demander à ChatGPT. On sait assez rapidement si les gens sont cons, mais... Bon, même ça, parfois... Mais avant qu'il passe à la postérité, ça peut prendre un peu plus de temps quand même. Allez, pour revenir sur une note un peu plus enjouée, c'est tenu le 31 janvier dernier, c'est tenu la conférence Datanosco, qui était sur la thématique de où va la moderne data stack. Donc déjà, pour commencer, Stéphane Eckel, qui est l'organisateur. Stéphane, on te félicite. Ça a été je dis à tout le monde que moi, ça a été de très très loin la meilleure conf tech que j'ai pu avoir le plaisir de voir à Paris. Le niveau était super bon. Comme disait Stéphane, il disait si j'étais organisateur de concerts solo, aujourd'hui c'est comme si j'avais fait un concert où j'avais réussi à faire venir les Rolling Stones, les Beatles et compagnie, quoi. Donc il y avait que des stars. C'était vachement bien. Merci aussi pour le clin d'œil, puisque devant les 160 personnes présentes, Stéphane nous a mis à l'honneur, nous, le Big Data Hebdo. Donc c'était vraiment très très chouette de ce point de vue-là. Je ne vais pas vous détailler chacun des talks, mais il y a eu des talks bien évidemment de Criteo, de Michelin, de Decathlon Digital, de BPCE, qui a donc le responsable des environnements data de BPCE qui était là, de La Poste Colis qui a décrit sa stack, de OVH qui a présenté sa data platform, et d'un indépendant qui sort du lot, qui s'appelle Christophe Bellefari, que vous connaissez sûrement puisqu'il édite la newsletter Blef sur le data engineering. Et je vais vous parler très rapidement. Chez Criteo, c'était assez intéressant leur talk, puisqu'ils ont parlé de 2 outils qui sont au cœur de leur stack. Il y avait Criteo Big Data Flow. Alors Criteo Big Data Flow, c'est quelque chose qui permet d'écrire une requête SQL et de mettre dans des fichiers de paramétrage autour tout ce qui va être nécessaire pour gérer l'environnement, c'est-à-dire est-ce qu'au préalable il faut créer une nouvelle partition à l'intérieur du data lake, est-ce qu'il y a une interpolation qui doit être faite avec la requête, c'est-à-dire de dire finalement je veux faire tourner cette requête avec comme paramètre telle date, donc là on peut écrire ils écrivent une petite compréhension en Python. Et ça leur sort une liste de valeurs qui va être injectée dans la requête. Et puis ça calcule automatiquement. Ils font un SQL diff pour checker les changements. Et ça leur donne surtout ils ont automatisé l'étude d'impact de l'évolution d'une requête. Je m'explique. Aujourd'hui, tu as une requête qui fait un traitement et qui traite les 2 derniers jours de données. Tu changes le paramétrage de tout ça et la requête générée traite les 31 derniers jours de données, donc va ratisser au lieu de quelques dizaines. Alors chez eux, le peu de données, ça doit être quand même quelques centaines de gigas chez Criteo. Au lieu de quelques dizaines, voire centaines de gigas de données, on se met à ratisser plusieurs téras de données. Et donc leur SQL diff là est capable de faire un check des changements et d'envoyer un petit peu d'alerte au développeur qui fait sa mise en prod. Et puis sinon ils ont aussi une capacité de dire ok,
maintenant, dans mon CI/CD, pour mettre en route ce truc-là, cette requête, je suis capable de faire un clone, un snapshot de la prod et de faire tourner ça sur ce snapshot avant de le passer en prod. Donc vraiment un tooling super intéressant de ce point de vue-là, quoi. D'accord. Et c'est des snapshots, ouais, d'accord, c'est des snapshots de la prod, mais c'est un classique d'avoir une pré-prod identique. Ouais, mais le fait de le faire à la volée, de pas avoir une pré-prod antédiluvienne, c'est quand même vachement bien, quoi. Tu vois, parce que tu vois souvent le fait de dire, tu t'es monté un jour un environnement de recettes qui en tout point est identique à la prod à un instant T, mais ça reste ce truc-là, c'est-à-dire qu'il n'a pas les updates quotidiennes, il n'a pas ces trucs-là. Donc, à un moment donné, tu vas avoir du mal, justement, sur des histoires de performance, souvent à pouvoir constater que ça va être... C'est-à-dire que fonctionnellement, tu arrives à faire que ton truc, tu peux le tester. En termes de perf, tu as beaucoup plus de mal. Et ils ont un deuxième outil, parmi toutes les centaines d'outils qu'ils doivent avoir, j'imagine, qui s'appelle Datadoc. Alors, c'est leur data catalogue interne, où ils disent... Et en fait, ça va au-delà du data catalogue, puisqu'ils recensent dedans les consumers et les producteurs de données, et ils vont rentrer dedans surtout des critères de SLO et de criticité, et une capacité à avoir des checks automatisés pour pouvoir vérifier que la donnée respecte les critères qui ont été rentrés dans ce catalogue. Donc, c'est intéressant. J'espère qu'on pourra voir le talk en vidéo, parce que c'était vraiment super intéressant. Ce point de vue-là. Ce serait cool, effectivement, de nous avoir en vidéo. Ouais. Michelin, c'était le deuxième talk. Ils nous ont parlé de comment est-ce qu'ils sont passés d'un vieil ordonnanceur orchestrateur plutôt, qui était au centre de leur SI. C'était celui qui faisait passer toutes les commandes de Michelin dedans. Sachant que Michelin livre. Et donc, c'était des items qui passaient à l'intérieur de cet orchestrateur. 192 millions de pneus par an. Et autour de ce bazar, il y avait 150 applications internes, il y avait 20 processus business qui utilisaient tout ça. Et donc, ils sont passés de ce vieux truc qui tournait sur une grosse table Oracle, avec des trucs bien couplés, bien à la dure dedans. Ils sont passés de ça à des topics Kafka, et ce qui était intéressant dans leur talk, c'était pas forcément l'archi, parce que intéressante, mais c'est qu'ils ont fait une stratégie d'encerclement, c'est-à-dire qu'ils ont commencé par mettre un layer autour de l'orchestrateur historique pour l'orchestrer et faire que cet orchestrateur historique soit capable de parler avec du K-Connect. Et ensuite, ils ont déconnecté l'orchestrateur pour le connecter sur leur nouveau service. Et donc, c'était vraiment intéressant. Et il y a une phrase intéressante de Olivier Jose, qui est le CTO de Michelin, qui dit... on se pose toujours la question de faire monter dans un data lake la donnée fermée dans un ERP, mais on peut retourner le problème de tous les sens dans les 5 ans et on n'y arrive pas, sauf à avoir une vraie stratégie comme ça où tu décides qu'il faut qu'un élément critique de ton environnement devient l'emplacement de ton data lake. Donc c'est vraiment super passionnant. Ils ont aussi parlé d'une librairie open source qui s'appelle Castrimplify. C'est pas facile à dire. Ça simplifie le nom. Castrimplify, donc c'est Kafka Stream Amplify, mais donc... Amplify. C'était Simplify, mais... Non, Castrimplify. Donc, c'est peut-être Simplify, mais je sais pas. Faudra voir. À nouveau... Ils ont parlé de leur blog IT, qui semble être un truc intéressant. Le talk suivant, c'était Decathlon Digital. Decathlon Digital, c'est la structure transverse à tous les métiers de Decathlon qui fournit les assets digitaux. Et donc, ils nous ont parlé de leur stack qui est aujourd'hui basé sur du Databricks pour la data. Ils font du DBT au-dessus de Databricks. Et ils ont comme repo GitHub, et donc ils ont beaucoup travaillé sur les GitHub Actions sur les templates Git, pour pouvoir avoir une répétitivité des choses et pour pouvoir faire que
il y a une uniformité de la manière de laquelle de la modélisation part en prod et vraiment se poser des questions. Ils s'intéressaient vraiment à comment est-ce qu'ils font le balance entre avoir un delivery super véloce et avoir de l'abstraction qui permette de sécuriser les choses. Ils ont un sujet assez intéressant si vous êtes dans cette problématique d'avoir du DBT pour chaque, ce qu'eux appellent un inside domain, et c'est de dire comment est-ce qu'on garantit que tout le monde travaille sur le même set de sources de données dans tous ces inside domains. Et en fait, ils ont fait au travers de leurs actions GitHub un projet master qu'ils appellent Analytic Engineering Core, dans lequel ils matérialisent toutes les sources et ils répliquent ce fichier de source dans tous les projets automatiquement. Ce qui fait qu'ils ont la garantie que tout le monde travaille sur le même dictionnaire de sources de données dans tous les projets DBT qu'il y a partout. Donc je trouvais ça très intelligent comme approche, quoi. C'était vraiment, vraiment bien fait de ce point de vue-là. Et ensuite, il y avait un truc qui a retenu mon intérêt, c'est La Poste qui présentait avec une société qui s'appelle Passway. Ils présentaient comment est-ce qu'ils ont collecté les données de suivi des camions qui quittent un entrepôt à un endroit en France pour aller vers un autre entrepôt, et comment est-ce qu'ils font de la simulation autour de ça pour faire de la prédiction de où le camion va arriver et à quelle heure il va arriver, et envoyer, et aussi déterminer quelle est l'information intelligente. Il y avait un truc assez intéressant dans ce qu'ils disaient, c'est que parfois ils disent il y a des calculs justement par rapport à ce trafic qui sont totalement inutiles parce que on sait que personne va la lire, cette info. Donc, à un moment donné, on est dans un vrai sujet qui est il faut qu'on s'assure que c'est une information utile, sinon on va pas brûler du gaz pour rien à la calculer. Et pour finir, alors il y avait évidemment Florian Quingy de BBCE qui a expliqué toute la fusion des plateformes de ce qu'ils appellent eux c'est la première plateforme mauve, c'est-à-dire qu'historiquement il y avait Banque Populaire et il y avait Caisse d'épargne qui était bleue et Caisse d'épargne qui était rouge. Jusqu'à maintenant il y avait deux data platforms, une de chaque côté, et là ils ont fait la première plateforme mauve, c'est-à-dire une plateforme qui soit commune à tout ça. Donc c'était vraiment un talk assez intéressant aussi. Et puis bon, finalement ça s'est terminé avec Christophe Blefary qui nous a parlé de DuckDB pour ma plus grande joie, avec quelques trucs assez marrants. Donc il nous a surtout montré une démo assez excellente de DuckDB dans le navigateur, c'est-à-dire qu'il allait télécharger un fichier parquet d'Open Data depuis son navigateur et il l'explorait à l'intérieur du navigateur, ce qui est facilité avec évidemment les headers de parquet qui permettent de faire des choses, quoi. Voilà. C'est l'avantage de Parquet qui est autodescriptif. Ouais, ça c'est quand même assez génial, et tu vois, donc il y avait un bel effet waouh sur le fait de pouvoir faire un compte du nombre de valeurs uniques dans chacune des colonnes en un clin d'œil sur un fichier Parquet qui à distance pesait peut-être 500 MB, quoi. Donc toujours un truc assez. Mais là dans son navigateur, c'est-à-dire qu'il avait une appli. Wasm, ouais. Ouais, c'était du Wasm qui embarquait directement de. Ouais, il fallait quand même qu'il télécharge le Parquet, quoi. Ouais, mais il fallait là il téléchargeait que le header en fait pour faire. En fait, il faisait un create table as. Oui, il a optimisé son lecteur du fichier, quoi. Il faisait un create table. DuckDB, ouais. En fait, DuckDB, il fait un create table as le fichier Parquet distant plutôt que de faire une. Et donc, dans la métadonnée de la table, se retrouve ça fait la lecture du header Parquet qui est mis dans la métadonnée de la table. Ouais, par DuckDB. En fait, mais... tu vois le footer, mais oui, je vois très bien parce que c'est ce qu'on fait. Voilà. Oui, c'est le footer, pas le header, pardon. Oui, pardon. Ouais, mais c'est un header. Non, c'est le header puisque c'est au début de la lecture. Non, il est à la fin en fait. Ah bon ? Ouais, toutes les métadonnées elles sont à la fin du fichier. C'est assez fréquent en fait. Et ce qui fait que, en fait, tout à la fin du fichier, tu as une adresse qui est le début du footer. D'accord.
Et après, parce qu'en fait, il a besoin de connaître le contenu. Bah oui. Pour pouvoir écrire son footer, pour pouvoir écrire la description du fichier, et donc en fait il l'écrit à la fin, pas avoir à repasser ou avoir un espace où il réserver un espace qui serait soit trop grand soit trop petit. Donc c'est assez malin comme façon de faire. Il y a beaucoup de formats de fichiers qui font ça, où à la fin du fichier t'as l'adresse du début du footer parce qu'il peut être de taille variable, et en fait tu vas lire la fin du fichier pour pouvoir savoir interpréter le reste. Ouais, et c'était quand même assez excellent, hein. Ouais. Et puis effectivement, si ton lecteur, ton truc qui dit, il va pas chercher le fichier, mais il sait aller chercher des morceaux, c'est assez efficace. Effectivement, sur tous les systèmes de blob storage, on peut lire par morceaux, donc ça marche bien. Oui. Donc c'était cool. Bah c'est cool ça. C'était une très belle conf, comme vous pouvez le comprendre. Eh bah je suis ravi pour ça. C'est vrai que moi j'ai pas pu venir parce que je me suis pris un peu tard, même si. Ah bah ouais, j'avais eu les annonces, hein, c'est de ma faute. Enfin, c'est de ma faute, ouais. Non, mais attends, sachant que ça a été la guerre, hein, parce que on était 160, parce que la salle Criteo peut contenir 160 personnes. C'était vraiment plein comme un œuf. Et Stéphane m'a dit qu'il avait refusé 200 personnes. Ouais. Ouais, bah tant mieux, gros succès, super. On attend l'an prochain. Ouais, j'espère qu'on va pas attendre l'an prochain, parce que là, il y a matière, quoi. Non, bah il a ses organisations avec le DataStack, enfin de la Modern DataStack, mais. Ouais, tout à fait, ouais. Ouais, bien sûr, mais c'est un événement un peu plus gros quand même. Il va peut-être pas le faire tous les 3 mois. Ah ben, je pense que oui, c'est quand même une quantité de travail assez. Pour l'an prochain, c'est bien. Assez conséquente, quoi. Dis-moi, Jérôme, comment est-ce qu'on fait pour anonymiser des séries temporelles ? C'est quelque chose d'assez complexe en fait, parce que l'anonymisation déjà c'est complexe. Hein, ouais. Je dirais, c'est presque un métier en soi, donc parce que c'est facile de retirer le nom, le prénom, et puis en fait ça peut, les données peuvent se faire désanonymiser, c'est-à-dire qu'avec les informations, avec en recoupant en fait les informations qu'on a, éventuellement avec d'autres choses, on peut retrouver les gens. Bien sûr. Donc et c'est vrai aussi des données temporelles, parce que les données temporelles, elles ont, en fait, c'est une donnée qui varie avec le temps, et le profil de variation, il est unique en fait finalement à chaque personne. Et donc on risque de retrouver la personne à travers ça. Et c'est un peu plus compliqué que juste des données brutes où, par exemple, une date de naissance, si vous la réduisez à l'âge, par exemple, c'est déjà, vous avez déjà quand même pas mal commencé à désanonymiser, même si vous n'avez pas. Il faudra peut-être aller plus loin globalement. Et en fait, il y a une boîte française qui s'appelle Octopies, qui est à Nantes d'ailleurs, qui s'est un peu spécialisé là-dedans, dans l'anonymisation des données, et ils ont eu une réflexion particulière sur les séries temporelles, et ils le présentent dans leur blog. Et en fait, en s'y prenant un peu différemment des données tabulaires, en fait, ils utilisent des méthodes assez poussées d'analyse. C'est de l'analyse factorielle. En fait, ils vont représenter la donnée, ils arrivent à changer le flux temporel, tout en gardant les caractéristiques statistiques qui nous intéressent. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont pouvoir créer un faux flux modifié par rapport au réel, mais qui va garder les mais si vous prenez l'ensemble des flux, les propriétés globales en fait sont conservées. Et ça se fait en fait parce qu'ils vont faire une analyse c'est une analyse d'un composant principal fonctionnel, ce qui est et en fait, ils vont représenter le flux comme un vecteur numérique, ils vont déformer le vecteur, mais il va garder le sens des choses. Voilà. Donc ils ne rentrent pas dans le détail dans l'article, ils présentent un peu ça, ils balancent un peu des mots-clés, ils ne rentrent pas trop dans le détail, mais on voit que c'est assez intéressant. Et puis, surtout, ils nous prouvent ça avec des signaux où on peut voir les signaux originaux, on voit les signaux, ce qu'ils appellent avatars, c'est-à-dire en fait pour eux on fait un avatar qui représente la personne mais qui n'est pas la personne, et on voit que en fait les signaux individuellement ils ont changé, mais on voit que globalement la signature qui en ressort, statistique et autres, est la même.
C'est vachement bien parce que pour le coup, tu tombes pas dans la tarte à la crème du générateur de données fake qui est toujours de toute façon pas réaliste et qui fait que tu vas bencher tes traitements avec ce générateur de données fake et tu vas tomber avec une entropie qui est pas bonne, avec un truc qui fait que et puis bizarrement tu passes en prod, paf, tiens c'est bizarre, ça réagit pas pareil. Bah oui, mais ton jeu de données fake il était mauvais quoi. Oui, mais là parce que ça va plus loin que ça, parce que là tu donnes un cas où on veut du fake, enfin on veut du truc qui ressemble à la prod mais juste qui ressemble. Là l'idée c'est de pouvoir faire vraiment des analyses, c'est-à-dire que ton traitement qui va te permettre de créer de la connaissance va pouvoir se faire sur l'avatar, sur le fake. Oui. Pas juste pour vérifier qu'il marche et puis dans des conditions, donc on veut quelque chose qui ressemble, qui soit distribué de la même façon. On va vraiment travailler, en fait les gens vont même pas travailler sur les originaux. Ouais, c'est-à-dire que là tu peux te dire finalement t'es capable d'aller envoyer ces données, t'imagines t'as une donnée à caractère sensible. C'est ça, du genre que tu peux pas envoyer dans le cloud parce que ton juriste, parce que tout ce que tu veux. C'est du médical et que t'as t'as une ligne temporelle de pression plus artérielle, battement cardiaque, plus température. Tu peux te dire pour aller traîner mon modèle dans le cloud, je sais pas qu'utiliser le terme, si c'est duplique, si c'est mimique. Je mimique le jeu de données existant pour en faire un avatar. Ouais, le terme finalement est pas mauvais finalement, un avatar de jeu de données. Et à partir de là, crac, je me retrouve avec un jeu de données qui est tout à fait fiable pour pouvoir aller entraîner un modèle dans le cloud de manière réaliste. C'est vachement bien quand même. Tu vois, typiquement sur du médical, ils ont reçu un médecin chez Massy là pour la 100e. Et il expliquait justement là-dessus que les données médicales, elles ont été fabriquées pour le patient, pour soigner le patient et pas pour autre chose. Et donc pour faire autre chose, c'est-à-dire pour faire même des choses qui sont bien du genre progresser en médecine, les données sont pas exploitables telles quelles parce qu'elles n'ont pas été faites pour, elles sont vraiment personnelles. Donc l'idée de passer par ces avatars-là, c'est de pouvoir sortir des données d'une façon différente, qui ne sont plus rattachées au cas personnel, mais qui permettent d'embarquer la connaissance. Et donc derrière, ils pourront faire des analyses globales et en tirer de la connaissance. Donc vraiment, c'est un enjeu qui est beaucoup plus fort en fait. Et en termes d'anonymisation, c'est ça. Donc là, je parle des séries temporelles parce que c'était l'objet de leur de cet article de blog. Mais ils font la même chose pour les données tabulaires. Ils le font sûrement déjà mieux parce que c'est peut-être un peu plus facile. Enfin, pas que c'est. Ceci dit, effectivement, les données temporelles, on les retrouve souvent et pour le coup, à anonymiser, c'est difficile. Je pense que souvent les gens anonymisent tout le reste et ils font pas ça en se disant mais de toute façon celle-là elle est pas rattachée à la personne directement, mais indirectement si quoi. Ouais. Voilà. Excellent. Donc je pense que si vous avez des enjeux d'anonymisation, et en fait je pense que maintenant beaucoup de gens en ont. Non mais c'est clair. C'est une boîte à suivre. C'est clair que c'est un vrai. C'est de toute façon, il y a eu plein d'initiatives et de travaux de recherche sur ces thématiques-là, et donc c'est bien qu'il y ait ça. Excellent. On va parler de justement de One Trillion Row Challenge, qui est un challenge de data engineering. Et qui consiste à aller chercher 1 trillion de lignes de relevés de température et de calculer je crois que c'est les moyennes, enfin les valeurs significatives habituelles dessus en le moins de temps possible, et évidemment avec une notion de coût intéressant là-dessus. Alors, et évidemment, c'est Michel Karadec qui nous a mis cette news dans le Slack. Et il y a eu réaction d'un autre breton bien connu dans le Slack qui s'appelle
Mathias Herberts, qui a dit mais c'est de la donnée synthétique, ça va être tout pourri, machin, ainsi de suite. Et donc on reboucle un petit peu sur notre discussion de juste avant. Mais au-delà de ça, moi je suis assez impressionné pour des vitesses et des performances obtenues sur différentes façons de faire les choses. Ouais, parce que si je comprends bien, là, c'est un challenge. Il y avait le challenge d'1 milliard de lignes. Voilà. Et on passe à 10 000 milliards. Voilà. Donc la prochaine fois, ce sera 1000 milliards, 2000. Ouais, mais et là où c'est intéressant, c'est que en passant de l'un à l'autre, les augmentations de temps ne sont pas complètement délirantes, quoi. Et c'est ça qui est assez extraordinaire. Si ça fait x1000, c'est que t'es linéaire. Ça n'a pas toujours été. J'ai pas regardé. Enfin. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà des performances, ouais, ok, c'est très bien les performances, peu importe. De toute façon, le jour où j'aurai un dataset d'1 trillion de lignes à aller traiter, on en reparlera. C'est pas mon cas, donc peu m'importe. Mais ce qui m'intéresse vachement dans le truc, c'est la manière de laquelle ils ont fait les choses. Et notamment, ils utilisent une librairie qu'on voit pas assez souvent, je pense, et qu'on oublie à mettre dans notre radar, qui s'appelle Dask. Il me semble que ça me réveille quelque chose, ce nom. Dask, c'est une librairie qui permet de faire du traitement distribué en Python. Ouais, mais je pense qu'on en a parlé il y a longtemps. On en a parlé il y a très longtemps, ouais, tout à fait. Et Dask permet de faire... d'aller faire que tu distribues sur un certain nombre d'instances, c'est-à-dire tu crées un cluster et tu es capable d'aller distribuer ça sur plusieurs instances pour aller faire les choses. Et typiquement, derrière, une fois que tu as fait ton Dask, en fait, Dask te fait un distributed data frame. Les plus anciens d'entre nous qui ont été au début de Spark, le nom de distributed data frame va vous parler. Et effectivement, Dask est un peu dans la même logique de dire comment est-ce que je fais du Pandas en pouvant faire ça sur plein de choses différentes. Et notamment, le truc, il est assez simple, c'est de dire, finalement, je vais faire avec mon Dask, je vais faire un read parquet, et il va lire tous les fichiers parquets dans un pseudo data frame. Et après ce data frame, je dis que je fais un group by par le nom de la station, là, et je fais justement l'agrégat. Et comme fonction d'agrégat, je mets min, max, min. Et ce qui me permet d'avoir ces 3 valeurs significatives. Et derrière, je lance le compute. Et c'est le compute qui va distribuer ça sur tous les workers en question. Donc c'est assez impressionnant. Et c'est assez concis comme truc. Et à nouveau, c'est là où tu vois le truc assez marrant. C'est que... là, ils sont sur un nombre de workers de 100 workers, okay, de 100 M7G X large instance. Et ils ont traité ça en 8 minutes, en incluant le temps de booter le cluster sur AWS. Ça veut dire qu'on tourne à une poignée de dollars pour faire le truc. Mais c'est un truc complètement dingue, quoi. C'est-à-dire se dire, mais finalement... Ouais, ça pour une poignée de dollars. Tu traites 1 trillion de lignes pour une poignée de dollars. Ce qui m'intéresserait, c'est de comparer avec d'autres solutions, notamment Spark que tu as parce que ça ressemble beaucoup au mécanisme, pour voir si on a des trucs similaires. Parce que c'est possible que les ordres de grandeur soient les mêmes. Après, il faut voir la facilité de mise en œuvre et tout ça, parce que si tu as $5 de run, mais que tu as $100 000 mais que tu as 8 mois de mise au point, bon, avant que les courbes se recroisent, on va en reparler. Si t'as l'ingénierie pour mettre en œuvre. Je me demandais 1000 milliards, justement, dans Mathias, puisque tu l'as déjà cité, est-ce qu'ils ont pas des volumes qui sont assez proches, en fait? Mais Mathias, il a des volumes importants sur Warp, effectivement. Mais parce que là, c'est de la série temporelle, en fait, ce que je vois le modèle. Oh bah oui, ça ressemble à ça. C'est des points de mesure, donc c'est des points de mesure. Je sais pas s'il y a du temporel dans l'histoire. Je crois que le dataset, c'est le nom de la station
et la valeur, tu vois. Ouais, mais ça fait beaucoup de stations. Normalement, une température, c'est intéressant si tu as une date. Oui, mais c'est là que Mathias dit le dataset, il est complètement fake, quoi. Et alors, il y a un truc assez intéressant, le diable est dans les détails, comme on dit toujours. C'est que dans l'exemple de code, il y a un petit truc, quand il fait son read parquet, il y a un dtype _ backend égale PRO. Et ça, de plus en plus, dès que quelqu'un fait des trucs avec de la performance, on voit bien qu'il substitue le pandas natif par du PRO, qui est ou du Polars, ou du PRO, ou du Polars. Et là, tu fais des bons monumentaux en termes de performance quand tu fais ça. Ouais. Et alors, question aussi, quand est-ce que tu sors ta version avec DuckDB ? De ça ? Là, ta soumission. Ouais, mais c'est ce que j'ai eu cette news juste avant l'épisode. Hein. Voilà. Je me pose la question de dire à un moment donné, et est-ce qu'on arriverait à le faire ? Alors, soyons très clairs, je suis pas certain que sur un large scale comme ça, DuckDB soit le plus à l'aise en termes de distribution de la chose. Je sais pas, mais c'est intéressant à regarder. Ça serait intéressant à aller chercher. Quitte à le casser pour savoir en fait non, mais attends, même sans aller même déjà. Ça remettra pas en cause DuckDB, c'est juste que ça permet de connaître les limites et puis de savoir quel est son domaine de fonctionnement. Ouais, moi je suis convaincu que là on sort du scope, hein, que c'est pas son trip, hein, mais à un moment donné, ce serait intéressant. Parce que effectivement, tu le soulignes, Jérôme, je suis très actif sur DuckDB en ce moment et je vais faire une petite auto-promo que j'ai déjà fait dans le Slack du Big Data Hebdo. J'ai eu le plaisir d'écrire déjà 2 articles sur DuckDB. Le premier, c'était parler de DuckDB, comment est-ce qu'on le faisait tourner au-dessus d'S3 pour faire un data lake avec et faire des transformations de données SQL au-dessus d'S3. Et vous me connaissez, quand je parle de SQL, je parle de DBT assez rapidement derrière. Et le deuxième blog que j'ai écrit sur datatask.io, c'est comment est-ce qu'on utilise les deux conjointement, et sachant que c'est super intéressant parce que ça veut dire que vous faites de la modélisation sémantique avec vos modèles DBT et vous utilisez comme back-end pour faire tourner ça DuckDB, donc c'est un back-end totalement serverless et qui s'appuie directement sur les fichiers parquets. Et je détaille dedans la syntaxe qu'il faut mettre en œuvre pour pouvoir notamment matérialiser des tables sur un fichier parquet ou utiliser tout un set de fichiers parquets pour dire ça c'est une seule table. Donc vraiment un peu la métadonnée que vous allez appliquer à vos fichiers parquets pour en faire des tables et les rendre utilisables dans DuckDB. Et après, vous avez un truc qui marche super vite, super efficacement. Et nous, on a des traitements, là, on a déjà des clients là, qui ont offloadé leur ancien data warehouse, qui était une grosse base Postgre, qui leur coûtait très cher, pour revenir sur une approche qui pourrait être proche de celle du data warehouse Datamart, mais qui est plutôt data lake Datamart, et garder que les tables sur lesquelles leur BI doivent se connecter dans leur Postgre et avoir en amont sur du S3 d'avoir de la donnée qui soit traitée par du DuckDB pour constituer les tables de KPI et de les envoyer dans le Postgre. Et ça, c'est un vrai game changer pour ces clients parce que c'est là où ils commençaient à avoir une rentabilité de leur stack data qui était assez hasardeuse parce que le Postgre coûtait très cher, notamment en opération, quand il y avait une restauration, quand il y avait des choses comme ça à faire, ça faisait des grosses databases à aller gérer. Et là, ils se retrouvent dans une facilité bien plus grande de traiter ça in situ dans le S3, beaucoup plus facilement. Donc voilà, c'est un peu cet article, je vous invite à le lire, bien sûr, et à me faire part de vos commentaires. N'hésitez surtout pas un instant, vous savez où me trouver, notamment sur le Slack, pour pouvoir faire des commentaires sur cet article. Une autre chose que j'ai eu le plaisir de regarder récemment, c'est quelque chose qui s'appelle Soda. Alors Soda, c'est un peu à la mode de ces outils qu'on voit fleurir ces derniers temps, où tu as une version Core, Soda Core, qui est un outil en CLI et utilisable en Python.
et une version cloud qui permet d'utiliser l'outil et de l'opérer facilement. Soda, c'est un outil qui permet de faire du quality check sur les données de manière assez simple. Et donc, ils ont un DSL qui est assez concis, qui permet de dire finalement je vais exprimer toutes les contraintes. Alors on se rapproche du data contract dont on a parlé dans de précédents épisodes, et souvent c'est de se dire finalement j'ai mon data contract et il va falloir que je trouve un moyen de faire ces tests, et Soda en est un comme un autre. Et donc finalement à chacun de vos modèles de données, de vos tables, vous allez faire un fichier YAML dans lequel vous allez décrire la nature de test que vous voulez faire, avec à nouveau, comme vous pouvez l'avoir dans les tests DBT, des métriques standards et des custom métriques qui peuvent être faites, et puis aussi une validation de schéma où vous voulez vous dites ce schéma il va fail s'il n'y a pas telle colonne et telle colonne, et s'il n'y a pas tel type de données dans telle colonne. Et donc, lui, derrière, il va prendre ce fichier descriptif et il va vous faire une jolie série de SQL qui va faire tourner sur votre database. Et pour le coup, ça, ce qu'il y a de bien avec on est dans la même logique que DBT, où vous pouvez avoir des environnements différents. Le test, il est assez agnostique du moteur que vous allez mettre de manière sous-jacente. C'est-à-dire, typiquement, vous pourriez avoir du DuckDB sur du S3, faire les mêmes tests sur des modèles de données, et puis pour vérifier que vous n'avez pas eu de décalage là-dessus, quand cette donnée elle est insérée dans Snowflake, vous faites repasser les mêmes tests et vous vérifiez que tout ça c'est bien cohérent. Donc c'est pas mal comme outil, ça a le mérite d'être extrêmement simple et facile à utiliser. Et l'article en question, là, il donne un peu tous les steps à faire pour aller jusqu'à pondre le script Python qui va vous permettre de faire passer ces tests. Donc, truc intéressant à voir. Ouais, cool. C'est toujours pas au programme chez vous, les tests de qualité? Je sais que je t'ai demandé. Alors, si et non. C'est-à-dire qu'on intègre les résultats. Vous intégrez les résultats. Ce qui finalement, dans la gouvernance de la data, est une nécessité et, entre guillemets, peut suffire dans bien des cas en termes d'apport. Hein. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée, c'est que le travail de détection, c'est pas notre cœur de métier. Donc, ouais. On va intégrer les résultats faits par d'autres outils qui sont plus pertinents. Et puis, en plus, on va généralement plutôt récupérer la synthèse. Donc, on va avoir une note et un détail un peu plus général, enfin, une liste de valeurs pour qu'on ait un premier détail. Et après, s'ils veulent aller au fond des choses, on les réenvoie sur l'outil en question. Et l'avantage, c'est qu'on est compatible avec tous les outils qui existent en théorie, parce qu'après, il faut faire l'intégration si c'est pas déjà fait, mais voilà. Donc, effectivement, Soda pourrait être utilisé potentiellement. Ouais, je vois bien le truc, quoi. Après, je vois que c'est encore ces outils où tu as un cœur open source en ligne de commande, il est facile à utiliser, c'est facile de jouer, c'est facile pour le développeur. Quand tu veux le mettre en prod, c'est plus une autre histoire. Ouais, mais tu vois, c'est la même réflexion. C'est la même réflexion. D'ailleurs, l'autre jour, c'était assez marrant parce que dans la conf dont on parlait tout à l'heure, Christophe Leffery pose la question. Il y a des gens qui utilisent DuckDB en prod. Moi, je lève la main. Je fais ouais. Et il dit ça, c'est quand même pas facile hein, pour l'instant. C'est quand même, moi, j'irais pas, quoi, entre guillemets, ce qu'il disait. Et nous, c'est effectivement notre métier, c'est de se dire, finalement, un outil comme ça, on va le prendre. Alors, je sais pas si on prendra Soda. On a plusieurs frameworks, là, qu'on est en train d'étudier pour faire cette data quality. Mais, à un moment donné, tu te dis, tu prends ce truc-là, tu l'empaquettes correctement, tu gères bien la récupération des outputs de l'outil pour voir ce que ça peut te sortir.
Et puis, une fois que c'est fait, t'intègres ça dans ton repository de data, quoi. Comme tu toi, dis. c'est ta valeur, c'est de faire l'intégration des DBT. Bah ouais, c'est capable de faire tourner ce genre de machin et de les intégrer, bien sûr. Voilà. Et c'est justement d'apporter cette différence entre j'ai une ligne de commande que le développeur peut manipuler et j'ai un environnement qui est exploitable en production. Exactement. Et autres. Et c'est aussi pour ça, et effectivement, tu as DBT lui-même qui a sa version cloud, qui est fait pour ça. Ouais, tout à fait. Et après, il y a des gens qui font du Airflow, du machin, du truc, des trucs très sophistiqués. Mais, ouais. Mais... Je sais pas comment introduire cette news, Jérôme. ça sort un peu. C'est en fait dans les conférences, on va dire. Il y a eu le Chaos. C'est quoi ? C'est le Chaos Computer Club. Donc on parle un peu de sécurité, mais je pense que c'est intéressant parce que ça dépasse juste le domaine de la sécurité. C'est dans la culture générale, c'est intéressant de voir au moins ces sujets-là. Et donc le Chaos Computer Club, qui est un club de hackers très très connu en Allemagne, fait une conférence, donc c'était la 37e, qui s'appelle le Chaos Communication Congress. Ça date d'il y a super longtemps, le Chaos Computer Club. Hein. Ouais. Et là, c'est Chaos Communication Congress, donc c'est leur conférence, pour garder les 3 C. Et la 37e, donc vous la trouverez sous le terme 37C3. C'est ça, ce 37C3. C'est la 37e conférence. Ok. C'est la 37e Chaos Communication Congress. Ok. Il y a 2 trucs qui sont intéressants. Je vais rentrer un petit peu dans un. J'évoque juste le deuxième. Je vous invite à aller le voir, qui parle de Kaspersky, qui a trouvé une super faille dans l'iPhone. Et c'est assez fou de voir comment pas grand chose peut donner prise à un hack monstrueux. Je rentre pas dans le détail de celui-là, mais ça exploite notamment des fonctionnalités non codées, non documentées. Waouh. Et celui dont on voulait parler, c'est un peu parce que c'est un comportement un peu bizarre, c'est un côté un peu marrant. C'est une boîte, donc c'est des Polonais, puisque tout se passe en Pologne, de hackers qui ont été appelés à la rescousse par un opérateur de train. Donc je vais pas donner tous les noms parce que les noms polonais sont pas toujours responsables. Et en gros, il y a l'opérateur de train qui avait acheté des trains dans une boîte qui s'appelle NeoWag, qui a confié la maintenance à une autre entreprise qu'on va appeler SPS, parce que je ne prononcerai pas les noms complets, mais c'est SPS. Et en fait, avec le temps, ce qui s'est passé, c'est que les trains ne partaient plus, ne démarraient plus. Tout avait l'air opérationnel, tout avait marché, mais quand ils appuyaient sur le bouton pour qu'il démarre, ils ne démarraient pas. Et ça a commencé à faire 1 train, 2 trains, 3 trains et autres. Et au bout d'un moment, la SPS a fait appel à une équipe de hackers pour comprendre ce qui se passait. Ouais. Donc je vais pas rentrer dans tout le détail de ce qu'ils ont fait, mais en gros, ils ont commencé quand même à regarder le buscan. Il y a un buscan comme dans les automobiles. À regarder les paquets, les messages échangés. Et ils ont vu qu'il y avait un paquet qui était au moment du démarrage, qui n'avait pas la même valeur. En fait, qui normalement a 1 bit à 1 et puis une valeur pour les trains qui marchent. Et sur les trains qui ne marchent pas, il y avait des 0 à la place. Et donc ils ont commencé à investiguer tout ça. C'était assez compliqué parce qu'ils ne savaient pas accès au logiciel, mais ils ont réussi avec un mécanisme de sortir le contenu de la ROM octet par octet. Une fois qu'ils ont récupéré ça, ils ont pu l'analyser. C'était assez compliqué parce que pour plein de raisons de langage, de machin, de trucs. Et ils ont quand même réussi un peu au dernier moment à trouver en fait des verrous. Et des verrous qui étaient visiblement intentionnels, parce que notamment, pareil, allez voir la vidéo pour voir le détail et le contenu. Mais notamment dans les plus flagrants, il y avait en fait un mécanisme qui fait que si le train était au même endroit pendant 10 jours, en fait après il ne démarrait plus. Et visiblement ce truc-là, ça avait été fait au début. Il y avait eu des trains qui avaient été tombés en panne pendant la maintenance normale avec NeoWag. Quand c'était passé, en fait, ils ont vu là qu'il y avait quand même, c'était prévu pour que ça se passe que quand ils sont sur certaines régions géolocalisées. Waouh. Et là, quand ils ont regardé, parce qu'ils ont vu donc les coordonnées, ils ont cherché dans Google Maps les endroits, et ça correspond étonnamment à tous les systèmes de garage des entreprises qui font de la maintenance de train. Donc en gros, quand le train il passe 10 jours en maintenance dans un entrepôt
de maintenance de train en Pologne, et ben après, il ne démarre plus. C'est ouf. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y avait y compris l'entrepôt de l'entreprise, sauf que pour ce cas-là, il y avait un flag en plus qui semble montrer que en fait, c'était prévu pour pouvoir faire des tests du logiciel et du verrou chez eux, mais de le désactiver pour que quand ça fait de la maintenance chez eux en temps normal, ça... Voilà. Donc il y avait ça. Il y avait un autre verrou qui est que quand ils changent des pièces et autres, que le train ne veut plus démarrer. Mais il y avait un code Konami dans cabine, tu faisais une combinaison de boutons, qui n'était pas documentée bien sûr, qui permettait de réactiver le train. Alors ils communiquent pas les boutons, apparemment c'était plus simple que... Enfin c'était des boutons un peu plus simples qu'un Konami, mais ils les indiquent pas, puis ça dépendait du train en fait. Puisqu'il y avait un truc qui était intéressant, c'est qu'en gros chaque train a sa version du logiciel. Ils ont une base commune, hein, mais ils ont tous une version différente. Et le dernier verrou que je donnerais, c'est parce que en fait il est marrant, il y a un bug dans le verrou. C'est-à-dire qu'ils avaient visiblement prévu que le train arrêtait de fonctionner à partir du 21 novembre 2021. Mais comme ils sont plantés dans leur comparaison de date, qu'ils ont comparé en fait élément par élément, ça fait que le train il tombe en panne du 21 au 30 novembre et du 21 au 31 décembre de chaque année. Et le reste du temps il marche. Et ce truc-là a été détecté le 21 novembre 2022 parce que le 2021, il y avait une histoire qui fait que le train, il n'avait pas été mis en service. Il était mis en service en janvier et qui tombait pas dans la plage de panne. Je veux même pas comprendre la nature du procès qui va suivre tout ça. Ça va être quelque chose de... Ça va être assez marrant, surtout que le fabricant dit que c'est du code, c'est pour la sécurité et que... Ouais, et que mon chéri. ce qu'ont fait les hackers, c'était dangereux, vous comprenez, ils ont touché au logiciel qui est fait... qui est certifié et tout. Ouais, bien sûr. Bref, ça va être... Voilà. Alors, c'est la version entre guillemets non-entertainment du DRM, quoi, pour résumer. C'est ça, c'est une forme de DRM qui n'est pas là. Je pense que ça enfreint tous les problèmes de réversibilité, de machin. Enfin, je pense qu'ils sont en tort sur tous les côtés, surtout que c'était documenté nulle part. Ça montre aussi que, voilà, bon, ça c'était un peu impressionnant et autres, ouais. Donc faites pas ça. Hein. Ne soyez pas mal intentionné, ayez d'autres moyens de travailler avec vos clients que de les piéger. Et puis allez voir aussi celui de Kaspersky, parce que par contre ça voit que nos logiciels, en fait, il y a des gens qui ont des façons de penser différentes et qui arrivent à passer à travers là où nous on se dit ouais, ils nous embêtent avec ça et ça, et en fait ils nous embêtent avec ça et ça, mais il y a parfois le problème, c'est qu'ils savent pas communiquer le pourquoi. Donc on peut voir des cas comme ça. Ok. Et donc toi tu voulais faire des câlins. Ouais. Google et Hugging Face ont annoncé un partenariat stratégique. Qui est finalement de dire que dans la plateforme GCP, donc de Google, on va avoir accès de manière privilégiée aux modèles disponibles sur Hugging Face. Hugging Face, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un repository de modèles qui permettent donc d'avoir accès à des modèles, au même titre que c'est un peu un GitHub spécialisé dans les modèles, si on veut résumer les choses, sauf que vous pouvez quand même télécharger directement de Hugging Face les artefacts là-dessus. C'est pour vous donner un ordre de grandeur, aujourd'hui il y a plus de 300 000 modèles qui sont hébergés sur Hugging Face, sur le Hugging Face Hub. Donc, et leur modèle économique, c'est de pouvoir fournir un accès premium si tu veux, par exemple, stocker tes propres modèles de manière privée. C'est un peu ça. Mais en tout cas, très, très beau succès. Et Google Cloud Platform, pour Vertex AI, a annoncé qu'il allait avoir une intégration forte avec Hugging Face. Et surtout, ça va permettre dans l'annonce, c'est ce qu'il dit, c'est que ça va permettre d'aller utiliser les cloud TPU
V5 qui sont 2,5 fois plus économiques, si on prend la performance par dollar comme critère, que leurs prédécesseurs, et qui apportent finalement 1,7 fois moins de latence. Ce dont on sait, c'est qu'effectivement, quand on travaille avec les LLM, la latence peut parfois être un truc vraiment bloquant. Donc c'est vraiment super intéressant de cette news. Alors on peut se demander pourquoi Google va faire ça. C'est peut-être pour compenser une certaine faiblesse de Google qui n'arrive pas à s'imposer dans ce domaine de Vertex AI. J'ai assisté indirectement, parce que c'est quelqu'un de mon équipe qui a fait ça, chez un client Google sur GCP, à une initiative de développement de modèles de machine learning et ainsi de suite. C'était à l'intérieur de la plateforme GCP, et 90% des initiatives qui ont été faites dans ce stream-là ont été faits en utilisant les API d'OpenAI. Il n'y a personne qui est allé se donner la peine d'aller utiliser les modèles fournis par Google pour pouvoir faire ce truc sur de l'IA Gen. Donc c'est quand même, à un moment donné, Google a du mal à être pertinent sur ce sujet, j'ai quand même l'impression. Au final, c'en est peut-être une preuve de plus. C'est étonnant, parce qu'ils étaient vraiment à la pointe sur le sujet, et puis là, on les a oubliés, alors que le pire, c'est que leur modèle... C'est leur go-to-market qui est mauvais. Je pense qu'ils sont intrinsèquement pas mauvais, mais leur go-to-market là-dessus se sont laissés prendre de vitesse par le couple OpenAI-Microsoft, et ils ont beaucoup de difficultés à recoller au peloton là-dessus. C'est évident. C'est évident. Voilà. C'est sur cette nouvelle qui est quand même pas mal, parce que c'est bien pour Hugging Face, c'est quand même un super truc, et puis ça va être bénéfique pour tout le monde de ce point de vue-là. Donc c'est une très bonne nouvelle. Et c'est sur cette nouvelle que nous allons terminer cet épisode, mon cher Jérôme. Dis à nos auditeurs où est-ce qu'on peut te suivre, te retrouver. Sur Twitter X ou sur, comment ça s'appelle, c'est Blue Sky, à Jérôme. Voilà, avec un X entre le Avec un X après le J. Et puis tu es toujours un petit peu présent sur le Slack. Je suis un peu présent sur le Slack, et je serai en début mars, c'est le 7, 8, 9 mars au J-Château. Ah, le J-Château, tu nous en avais parlé l'an dernier. Et ouais, je me souviens de ça. Et j'y serai cette année encore. Ah, génial, super. Et écoute, tu nous raconteras ça à nouveau. Pour ma part, vous pouvez me suivre évidemment sur le Slack du Big Data Hebdo, où j'échange avec vous tous avec beaucoup de plaisir à chaque fois. Vous pouvez évidemment me suivre sur LinkedIn, où j'ai recommencé à écrire un petit peu de posts sur LinkedIn, et puis vous avez eu le lien pendant cet épisode sur le blog de DataTask, où j'écris un petit peu ce qu'on utilise comme technologie, et je vous fais des petits commentaires là-dessus, donc c'est toujours intéressant. Eh bien, on espère que vous avez passé un bon moment à écouter cet épisode. On vous retrouve très très vite pour un nouvel épisode. À très bientôt. Au revoir. Merci d'avoir écouté ce Big Data Hebdo jusqu'au bout. On vous serait reconnaissant de nous noter sur vos apps de podcast et d'abonner 2 de vos amis. Un grand merci à Maxence Lecointre qui a composé et enregistré le générique de ce podcast. Retrouvez-le sur le Slack. À très vite.